Aussi le Sinaï avec cet avion russe, même si rien n'est encore confirmé, les doutes sont très forts. Il y a très peu de doutes sur l'avion Il n'y a rien d'officiel, en tout cas côté égyptien. Côté égyptien, c'est les seuls qui s'enfoncent dans le déni, faut le dire, parce que bon, tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'était une explosion. Bon, mais au-delà de ça, il faut savoir que si donc les djihadistes, l'État islamique au début, ils se sont concentrés sur la construction de leur État voulu, donc en Syrie et en Irak, ils n'ont jamais abandonné le mode opératoire de faire des attentats ailleurs. Et ça a commencé à se matérialiser bien avant l'Égypte avec les attaques qu'il y a eu en Tunisie, qui étaient vraiment des attaques coordonnées contre le musée du Bardo et à la plage de Sousa. Donc, pour eux, c'est deux choses différentes dans le mode opératoire. Ça veut dire qu'il y a la guerre asymétrique qui est menée en Irak, en Syrie, voire au Nigeria, voire en Afghanistan, avec toutes les factions de l'État islamique, et il y a la capacité, d'un autre côté, de commettre des attentats terroristes. Rappelez-vous, quand il y a eu les attaques de Charlie Hebdo, c'était deux Français qui ont attaqué Charlie Hebdo, qui sont revendiqués d'AQPA. C'était une opération d'AQPA, mais beaucoup se posaient la question, mais quelle est la puissance militaire d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen? C'est deux choses complètement différentes. Donc le combat qu'AQPA mène au Yémen n'a rien à voir avec sa capacité de frapper, de commettre des attentats terroristes à l'étranger. L'exemple du Sinaï est très parlant parce que, bon, mettre une bombe dans la soute d'un avion, une valise dans la soute d'un avion, ce n'est pas très compliqué. Voir la personne qui a posé cette valise peut-être ne savait même pas que c'était une valise piégée. Peut-être qu'il pensait que c'était une valise de drogue ou de documents. Ou... Voilà. Donc c'est une autre forme de guerre. Et eux, en tout cas, en commettant ce genre d'attentat, ils veulent dire, que ce soit à la coalition occidentale ou même aux pays arabes qui sont dans la coalition, il faut toujours le rappeler, ou à la Russie, que ce n'est pas cette coalition qui s'est nouée contre eux qui définit le théâtre de guerre, donc la Syrie et l'Irak, et que même aussi peuvent définir ce théâtre de guerre et le pousser vers d'autres régions comme Tunisie, comme le Sinaï, et même il y a eu hier des appels assez virulents à commettre des attentats en Russie. Donc ils appellent les djihadistes du Caucase à commettre des attentats contre l'armée russe en Russie. Donc voilà, c'est la dimension, c'est une dimension de djihad globale. Des frappes qui font beaucoup de bruit parce qu'évidemment elles touchent directement des civils à l'étranger qui plus est. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'organisation de l'État islamique s'est renforcée, ou alors est-ce qu'il ne faut pas y voir aussi un aveu de faiblesse quelque part? Ça, c'est la lecture, si vous voulez, qu'on a toujours tendance à voir. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Pour eux, le djihad, leur combat, il est global. Et donc, quand ils ont une opportunité de frapper, ils le font. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Ils ne sont pas à la recherche d'un éclat médiatique. Ils sont vraiment... On sait qu'ils sont très, très grands communicants et qu'ils tiennent énormément à cette communication. Oui, bien sûr, mais ils savent très bien aussi que quand une opportunité se présente, elle ne va pas se présenter deux fois. Là, par exemple, ils ont pu frapper dans la banlieue sud de Beyrouth un fief du Hezbollah, une région hyper sécurisée. Donc je ne pense pas que du moment où ils ont vu qu'ils avaient cette opportunité, qu'ils allaient la retarder pour des raisons de communication. Quand ils ont une opportunité, ils le font. Idem pour le Sinaï, idem pour la Tunisie. Une dernière question sur ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, on se raccroche à l'actualité. Cette offensive sur Sinjar dans le Kurdistan irakien. On annonçait il y a quelques jours la victoire quasi impossible pour les Kurdes. Finalement, ça n'aura même pas pris 2 jours. Les djihadistes apparemment auraient tous fui la ville. Il y a cette partie de la route, l'autoroute 47, qui est une route cruciale pour l'organisation de l'État islamique, qui est en partie maintenant contrôlée par les Peshmerga kurdes. Ça veut dire quoi pour l'avenir? En tout cas, ça veut dire qu'il y a eu une grande offensive qui a été menée, on va dire, d'une manière coordonnée, d'une manière consentie entre, il ne faut pas oublier, les miliciens du YPG, du PKK, les miliciens yézidis aussi, et les Peshmerga en ce qui concerne Sinjar. Mais il y a aussi des opérations de l'armée irakienne à Ramadi, et il y a des opérations des factions rebelles et des Kurdes contre l'État islamique en Syrie. Donc, et la coalition internationale dans les airs. Exactement. Donc tout s'est passé sous le couvert aérien de la coalition, mais je dis de manière coordonnée et pas coordonnée parce que chacun de ces groupes a ses propres intérêts. Et si le président Barzani, aujourd'hui sur la montagne de Sinjar, a annoncé que seul le drapeau du Kurdistan flottera là-bas, c'est parce que c'est exactement pour ces raisons-là. Et pourquoi Bagdad se bat à Ramadi? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'une victoire. Donc oui, c'est important, c'est significatif, mais d'ici à dire que ça sonne le glas ou la fin pour les djihadistes, on en est encore loin. Il faut voir comment ça va évoluer. Il y a encore des combats dans la ville. Et il faut voir comment ça va évoluer parce qu'ils ont toujours cette capacité de rebondir là où on ne les attend pas. Donc il faut être prudent. Et avant de crier victoire très vite comme ça s'est passé avant, être patient et voir comment ça va évoluer sur le terrain. Merci beaucoup Wassim pour cet éclairage.